même que pendant très longtemps, on a vécu avec une image de l'Union soviétique qui était fondée pour la plupart sur le rapport Khrouchtchev. C'est-à-dire que des historiens comme Henri Medvedev, par exemple, ou Robert Conquest, donnaient le là en soviétologie en essayant d'étayer en fait, ce qui était un certain nombre de ragots propagés en fait, par ce rapport Khrouchtchev, dont certains mensonges et visions paraissaient évidents, ne serait-ce qu'à la simple lecture. L'histoire de Staline faisant la guerre avec un globe terrestre, c'était quelque chose qui sautait aux yeux. On commence un peu à sortir de cette période de dogmatisme pour entrer dans une période scientifique, et on considère que c'est absolument exceptionnel que Robert Fuhr ait pu venir du bout du monde, j'allais dire, pour pouvoir nous apporter son expérience de chercheur. Je sais qu'il a fait l'effort de préparer son texte en français, et c'est une attention qui nous touche particulièrement. On commence? Oui. Le titre de ma présentation est « Khrouchtchev a menti, les mensonges du discours secret et autres mensonges anti-stalinistes ». Le sujet de ma présentation est la publication de la traduction française de mon livre « Khrouchtchev a menti ». Est-ce que vous me comprenez, camarades? Oui? Ok, merci. Le sous-titre de mon livre est « Les preuves selon lesquelles chaque révélation de l'infâme rapport secret concernant les crimes de Staline et de Beria présenté au 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique le 25 février 1956 est manifestement mensongère. Ceci est une version révisée et mise à jour de l'édition russe publiée en décembre 2007 par Algorithme Éditeur Moscou. 13 500 exemplaires de cette édition russe ont été imprimés, la quasi-totalité d'entre eux vendus. En Russie, comme en Occident, Khrouchtchev est un héros officiel. Les étudiants en Russie lisent et étudient le rapport secret de Khrouchtchev parce que c'est un tournant dans l'histoire soviétique et donc de la Russie. Ce discours a été également un point tournant dans l'histoire du monde. Mais en dehors de la Russie, très peu de gens lisent désormais ce long discours, plein de références à des personnes et des événements dont ils n'ont jamais entendu parler. C'est pourquoi je vais aussi discuter d'autres aspects de l'histoire soviétique qui sont beaucoup mieux connus que ceux que Khrouchtchev a mentionnés dans son discours. Malheureusement, très peu de gens font le travail que je fais. Presque tous ceux qui font des recherches sur la période de Staline en URSS et qui peuvent lire couramment le russe et qui possèdent les compétences de recherche et qui ont une affiliation institutionnelle qui puisse leur fournir des services de bibliothèque et les facilités vitales et très coûteuses de prêts interbibliothèques, et qui ont l'intérêt et la motivation pour faire ce travail. Presque tous ces gens-là sont anticommunistes et manquent d'objectivité. Les quelques experts qui ont accès à ces institutions et facilités et ne sont pas anticommunistes sont eux-mêmes, pour la plupart, dans le domaine de l'histoire soviétique ou russe. Et dans ce domaine, c'est une exigence fondamentale que l'on soit anticommuniste. Dans les rares cas où les chercheurs ne sont pas anticommunistes, ils doivent éviter d'écrire tout ce qui va bouleverser et contredire les anticommunistes qui détiennent le pouvoir professionnel. Deux chercheurs excellents de l'histoire soviétique, chercheurs qui ne sont pas des hommes de gauche, mais qui aspirent à être objectifs, m'ont dit qu'aucun livre qui ne soit pas hostile à Staline
ne peut être publié par un éditeur universitaire ou académique. Cela est certainement vrai dans l'Ouest, et je crois qu'il en va de même en Russie. Permettez-moi de dire cela d'une autre manière. Si vous étiez un érudit dans le domaine de l'histoire soviétique, si vous enseigniez l'histoire soviétique dans une faculté d'histoire, vous ne pourriez pas faire la recherche que je fais. Si vous le faisiez, ni les revues qui sont académiquement respectées, ni les éditeurs universitaires traditionnels n'iraient publier vos recherches. Et vous ne seriez bientôt plus dans le domaine de l'histoire soviétique parce qu'on vous aurait congédié. Quant à moi-même, ma position est au moins inhabituelle, voire rare. J'enseigne dans un département de langue et littérature anglaise. Ma vie scolaire ne dépend en aucune manière de mes recherches sur l'histoire soviétique. Voilà ce que j'ai à offrir. Et beaucoup de gens à travers le monde pensent que ce travail est important. Non seulement les gens de gauche, les anticommunistes pensent aussi qu'il est important, c'est-à-dire dangereux, et ils ne l'aiment pas du tout. Cette recherche a eu pour conséquence des attaques contre moi par l'anticommuniste professionnel américain David Horowitz en 2005 et 2006. C'est la raison pour laquelle le chroniqueur conservateur du plus grand journal quotidien de l'État de New Jersey, le Star Ledger, a consacré 2 de ses colonnes en 2005 à m'attaquer. C'est à cause de cela que mon université reçoit des dizaines de courriels d'anticommunistes qui exigent que je sois viré. C'est pourquoi il y a un blog en ligne intitulé stopgroverfer.blogspot.com et un autre qui exige que mon université supprime mon article sur ma page web de l'université dans laquelle je donne des preuves que l'histoire du massacre de Katyn est fausse. Beaucoup de gens, tant de la droite que de la prétendue gauche anticommuniste, ne veulent pas que la vérité sur l'histoire du mouvement communiste en URSS au cours des années Staline soit mise en lumière. Ils préfèrent continuer à diaboliser l'Union soviétique, à la comparer à Hitler et au fascisme, et à mentir. Non seulement ils le font passivement en raison de leurs idées, mais activement, en falsifiant délibérément les éléments de preuve venus des documents et de l'histoire. Ce que j'ai à offrir, c'est un correctif à tout cela. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Question des preuves. Vous devez savoir que la plupart des gens veulent connaître les réponses et ce qui a une apparence de vérité. Ils ne sont pas intéressés par une recherche approfondie des preuves telles que les différences entre les sources primaires et les sources secondaires. Comment et où trouver des preuves de sources primaires. Comment étudier et analyser les éléments de preuve. Comment en tirer les conclusions correctes. Les gens me disent souvent des choses comme ceci. Je pense que les questions de recherche, les preuves, etc., bien qu'importantes, sont quelque peu secondaires par rapport aux faits, en particulier pour notre groupe, puisque nous sommes une organisation plutôt politique et non académique. Quand j'entends des choses comme ça, je dois objecter qu'on ne doit pas séparer les faits de la recherche et des preuves. Ce n'est que par la recherche et la preuve que nous pouvons établir ce qui est factuel et ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas d'autre moyen. C'était en dissimulant les preuves que Khrouchtchev a réussi à imposer ses mensonges depuis plus de 50 années.
50 ans. Et Khrouchtchev a servi de référence à tous les anticommunistes de la guerre froide, que ce soit à l'intérieur de l'Union soviétique, comme Roy Medvedev, ou à l'ouest, comme Robert Conquest. Les faussetés de l'époque de Khrouchtchev sont encore aujourd'hui présentes dans le courant dominant de l'histoire soviétique. Je vais vous parler un peu de moi-même. Mon premier domaine de spécialisation, ce sont les études médiévales et la littérature anglaise médiévale. Je suis formé pour faire de la recherche profondément historique. Par exemple, utiliser des sources primaires dans les langues étrangères. De par ma formation, je ne dois jamais me fier à l'opinion reçue. Ne pas faire confiance en l'opinion des autorités reconnues. Vérifier chaque référence, chaque note par moi-même. Comme étudiant diplômé entre 1965 et 1969, j'ai pris part à l'opposition à la guerre américaine au Vietnam. Un jour, lors d'une manifestation anti-guerre, quelqu'un m'a dit que je ne devrais pas soutenir les communistes vietnamiens, car c'est Ho Chi Minh qui était à leur tête. Et Ho a été formé par Staline, et Staline a tué des millions de personnes innocentes. Je me suis souvenu de cette remarque. C'était sans doute à cause de cela qu'au début des années 70, j'ai lu la première édition du livre La Grande Terreur de Robert Conquest à sa sortie. J'ai été abasourdi par ce que je lisais là. Comme j'ai étudié la littérature russe, je peux lire le russe. Donc j'ai étudié le livre de Conquest très attentivement. J'ai vérifié chacune des notes de Conquest. Il y en avait plus de 1000. Évidemment, personne ne l'avait jamais fait. J'ai découvert que Conquest n'avait pas du tout fait la critique de ses sources. Par la critique des sources, je veux dire l'examen des preuves citées dans une source donnée pour vérifier s'il s'agit de preuves objectives plutôt que, par exemple, d'une rumeur ou une falsification. Conquest n'a jamais fait la critique de ses sources. Ces notes ne contiennent pas de preuves de ses conclusions anti-staliniennes. Conquest utilise n'importe quelle source pourvu qu'elle soit hostile à Staline. Par la suite, j'ai décidé d'écrire quelque chose à propos de la soi-disant terreur. Il a fallu du temps, mais en 1988, j'ai réussi à publier un article, Nouvelle lumière sur quelques vieilles histoires autour du maréchal Tukhachevsky, réexamen de certains documents. En 1996, j'ai ajouté cet article à ma nouvelle page Internet. En 1999, Vladimir Bobov, ingénieur basé à Moscou et historien amateur qualifié, m'a contacté au sujet de cet article et a proposé une collaboration entre nous. Vladimir m'a fait prendre conscience des documents qui commençaient à sortir des anciennes archives soviétiques et que l'on a commencé à publier en Russie. Après quelques années de collaboration avec Vladimir, j'ai pris la décision d'abandonner l'étude de la littérature médiévale et de me consacrer à la recherche sur l'histoire soviétique de la période Staline. Rapport secret de Khrouchtchev.
Le rapport secret de Khrouchtchev est le discours le plus influent du XXe siècle. Il a fondamentalement changé la direction de l'histoire soviétique et même de l'histoire du monde. Il est devenu un des piliers de la conception politique de l'anti-stalinisme, la source fondamentale de ce qu'on peut appeler le paradigme du XXe Congrès. Toute personne qui s'intéresse à l'histoire de l'Union soviétique ne peut ignorer un document d'une telle importance. Quand j'ai conçu ce travail, mon but était modeste. Je voulais placer les révélations du rapport à côté des sources historiques qui ont été publiées grâce à la déclassification de certains documents en provenance des anciennes archives soviétiques. Au cours des 20 dernières années, un grand nombre de nouvelles sources ont été mises à la disposition des chercheurs, ce qui rend possible une évaluation objective des déclarations contenues dans le discours de Khrouchtchev. Et puis, une image curieuse a commencé à émerger, car de toutes les révélations contenues dans le rapport que je pouvais vérifier, pas une seule d'entre elles n'était vraie. Pas une seule. Bien sûr, quelques-uns des mensonges de Khrouchtchev étaient déjà reconnus, tels que sa déclaration absurde que Staline a dressé ses plans d'opération militaire sur un globe terrestre. Mais que tout le discours était constitué de révélations comme celle-ci, c'était étonnant. Quelques exemples des mensonges de Khrouchtchev. Dans mon livre, j'identifie 61 accusations de crimes ou d'atrocités présumées qu'a allégué Khrouchtchev dans son rapport secret, soit contre Staline, soit, dans quelques cas, contre Beria. Alors, j'ai étudié chacune d'elles à la lumière de tous les éléments de preuve que je connaissais, et avec une attention particulière aux documents qui sortent des anciennes archives soviétiques et qui ont été rendus publics depuis la fin de l'URSS en 1991. J'ai découvert que la quasi-totalité des accusations de Khrouchtchev sont fausses. Dans un chapitre distinct, j'analyse ces mensonges par type. En conclusion, au moins 53 de ces accusations sont des mensonges délibérés. Khrouchtchev lui-même a menti délibérément dans au moins 41 d'entre elles. La plupart des accusations de Khrouchtchev concernant des événements et des gens avec lesquels seuls les experts en histoire soviétique sont familiers. Je vais donner quelques exemples des accusations de Khrouchtchev contre Staline qui sont un peu mieux connues. Le culte de la personnalité. Khrouchtchev a dénoncé le culte autour de Staline, ce qui implique que Staline l'ait encouragé et approuvé. Mais au contraire, Staline a toujours été opposé à ce culte dégoûtant durant toute sa carrière, alors que Khrouchtchev était un des plus grands promoteurs du culte. Dans mon livre, je cite un grand nombre de preuves de sources primaires pour le démontrer. Le testament de Lénine. Comme Trotsky avant lui, Khrouchtchev a laissé entendre que Lénine voulait démettre Staline du poste de secrétaire général du parti et était généralement opposé à Staline. Les preuves maintenant disponibles montrent que Staline a essayé de démissionner à plusieurs reprises, mais chaque fois le Politburo a rejeté sa démission. Et B, il n'y avait pas de rupture entre Lénine et Staline. Au contraire, c'était vers Staline que Lénine, désespérément malade, s'est tourné quand il a voulu un camarade qui lui donnerait du cyanure si sa souffrance devenait insupportable. Staline a assuré à Lénine qu'il le ferait, mais Staline s'est révisé, déclarant au Politburo
qu'il en serait incapable. Khrouchtchev a affirmé que Staline a anéanti moralement et physiquement des dirigeants qui s'opposaient à lui. Mais Staline n'a jamais fait ça. Au contraire, c'est Khrouchtchev qui l'a fait dans le cas de Lavrenti Beria en juin 1953. Khrouchtchev a affirmé que Lénine a critiqué Zinoviev et Kamenev, mais n'a jamais pensé à les fusiller. Ici, Khrouchtchev suggère que Zinoviev et Kamenev étaient innocents des charges qu'ils ont avouées à la première des procès de Moscou en mois d'août 1936. Nous avons aujourd'hui un grand nombre de preuves provenant des archives ex-soviétiques, mais aussi de l'archive Trotsky de l'université Harvard, qui montrent que Zinoviev et Kamenev étaient coupables d'avoir orchestré le meurtre de Sergei Kirov en décembre 1934, qu'ils étaient à la tête d'un complot pour assassiner Staline et d'autres dirigeants soviétiques en vue de réaliser un coup d'État. Khrouchtchev a affirmé que Staline a contresigné un grand nombre de listes de noms de personnes mises en accusation. Listes adressées à lui par le NKVD, avec les recommandations du NKVD des sanctions dans le cas où ces personnes seraient condamnées. Khrouchtchev a laissé entendre que ces listes étaient des listes d'exécution ou arrêts de mort. Ce avec quoi les chercheurs anticommunistes sont d'accord. Dans mon livre, Khrouchtchev a menti, je montre que plusieurs des personnes dont les noms figurent sur ces listes n'ont pas été condamnées, et celles qui l'ont été n'ont pas été exécutées. Nous ignorons également quelles informations, des preuves par exemple, accompagnaient les listes soumises à Staline. Ne pas défendre Staline. Je ne défends ni Staline ni personne. Comme chercheur, je traite des faits et des preuves. Je suis d'accord avec l'historien russe Yuri Zhukov qui écrit « Je peux honnêtement vous dire que je suis contre la réhabilitation de Staline parce que je m'oppose aux réhabilitations en général. Personne dans l'histoire ne devrait être réhabilité. Mais nous devons découvrir la vérité et dire la vérité. Et je ne veux pas suggérer non plus que, si Staline avait réussi à faire ce qu'il voulait faire, les multiples problèmes de la construction du socialisme ou du communisme en URSS auraient été résolus. Donc, j'ai choisi d'étudier le rapport dans lequel Khrouchtchev a supposément démasqué les soi-disant crimes de Staline et de Beria. Le résultat de cette recherche est que, dans le rapport secret de Khrouchtchev, pas une seule de ces révélations n'est vraie. Il n'est pas question ici de défendre Staline, mais pas une seule des affirmations révélatrices du rapport secret ne peut résister à une confrontation avec les éléments de preuve. Compte tenu de la documentation historique présentée dans Khrouchtchev a menti, il est inadmissible de regarder l'histoire de l'Union soviétique dans le miroir déformé du rapport secret. Implication. L'historien américain Arch Getty a qualifié la recherche historique effectuée pendant la période de la guerre froide produit de la propagande. Recherche qu'il n'y a pas de sens de tenter de corriger dans ses différentes parties, mais qu'on doit refaire de nouveau. De plus, cette recherche tendancieuse, politiquement chargée et malhonnête est toujours en production aujourd'hui. La redécouverte de l'histoire soviétique va bien au-delà de la critique du rapport secret. Tout ce qui passe non seulement pour la connaissance commune, mais pour la connaissance d'experts sur la période Staline est fondamentalement faux. Chaque fois que je fais une présentation au sujet,
de mes recherches, je dis tout ce que vous savez à propos de la période de Staline en URSS est faux. Toute l'histoire soviétique est à refaire. Une des accusations les plus célèbres contre Staline est celle qu'il avait fait assassiner Sergei Kirov le 1er décembre 1934. Dans son rapport secret, Khrouchtchev suggère que le NKVD et peut-être Staline lui-même ont été impliqués dans l'assassinat de Kirov. Dans mon livre « Le meurtre de Sergei Kirov », publié en 2013, je commence avec une dissection détaillée de l'ouvrage le plus récent sur ce sujet, celui du professeur Matthew Leno, publié en 2010 par la Yale University Press. J'étudie toutes les preuves, y compris beaucoup de preuves que Leno ignore entièrement, sans jamais informer ses lecteurs que ces preuves existent. Il n'y a pas de doute que Leno est tort. Nous avons maintenant une énorme quantité de documents qui prouvent que les hommes condamnés et exécutés en décembre 1934 avec Nikolaev, l'assassin de Kirov, étaient en effet coupables. Plus que ça, nous avons une énorme quantité de preuves que les accusés dans les 3 procès de Moscou sont également coupables. Coupables non seulement de ce qu'ils ont avoué, mais aussi des crimes qu'ils n'ont pas reconnus, mais qui ont été révélés plus tard. C'est la même chose dans le cas des commandants militaires condamnés dans la soi-disant affaire Tukhachevsky. Nous possédons maintenant une énorme quantité de preuves qui indiquent leur culpabilité. En dépit de cela, leur innocence est affirmée par toutes les autorités politiques et académiques. Je cite ces exemples pour illustrer à quel point l'histoire canonique de l'URSS reste frauduleuse. Et cette histoire est canonique pas seulement pour les anticommunistes pro-capitalistes, mais pour beaucoup de gens de gauche également. Les pouvoirs politiques qui ont favorisé d'abord un rôle plus important pour le marché dans l'économie soviétique, ensuite le retour de l'URSS au capitalisme super exploiteur et corrompu, ce sont les mêmes gens qui diabolisent Staline et le temps de Staline. Ils parrainent également la recherche, ou pour mieux dire la propagande, que propage cette version de l'histoire, ce qui est le courant dominant en Russie comme ailleurs. L'historiographie de l'Union soviétique a été dominée depuis le début par la propagande, mais la propagande est venue à prédominer au cours de la guerre froide. Au cours de la dernière décennie, j'ai passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'argent dans l'acquisition et l'étude des documents d'anciennes archives soviétiques qui ont été publiés depuis la fin de l'URSS en 1991. J'ai limité mes études aux documents qui traitent de la période de Staline, et dans cette période, j'ai étudié principalement les années 30. J'ai également étudié un grand nombre de sources secondaires produites par des experts de cette période reconnus. La plupart des commentaires les plus célèbres dans l'histoire soviétique viennent d'idéologues anticommunistes qui abusent de la science historique dans le but de diaboliser Staline et la période de Staline. Ce n'est pas seulement une question de parti pris politique, bien qu'il y ait beaucoup de cela. C'est surtout une question de falsification délibérée et prouvable, de mensonges purs et simples, dans les œuvres des célèbres historiens de l'URSS. Les preuves, encore une fois. À un certain moment, dans chaque cours que je donne, je demande aux étudiants, quel est, à votre avis, le mot le plus radical dans n'importe quelle langue? Il y a toujours un certain nombre de réponses communes.
Parmi les plus fréquents sont les mots socialisme et communisme. Alors je dis, en effet, socialisme et communisme sont de bons mots radicaux, mais mon vote est pour un autre mot. Preuve. Si vous demandez des preuves partout et toujours, on vous appellera bientôt communiste. Ceci n'est nulle part plus valable que dans l'étude de l'histoire du mouvement communiste. Le mensonge prédomine partout, et quand vous sondez pour trouver les éléments de preuve, c'est alors que les choses commencent à devenir intéressantes. On me dit souvent, Professeur Furr, je ne trouve pas vos arguments convaincants. Ma réponse va ainsi. La persuasion est une forme de propagande ou de publicité, de relations publiques. La persuasion dépend de l'état d'esprit de la personne qu'on essaie de persuader. Le fameux auteur socialiste américain Upton Sinclair a écrit « Il est difficile pour un homme de comprendre quelque chose quand son boulot dépend de ce qu'il ne le comprenne pas. » Une personne avec des idées préconçues très fixes ne peut pas être convaincue par aucune preuve. De même, il est difficile, voire impossible, de persuader une personne de regarder les preuves d'une manière objective si en faisant ça, il était obligé d'affronter la possibilité que ses préjugés et ses idées préconçues les plus chères aient tort. Sa tranquillité d'esprit, la complicité avec ses amis, peut-être même son boulot, même dans les pays très anticommunistes, sa sécurité personnelle, dépend que ce qu'il répète, ce que tout le monde pense, ce que Francis Bacon a appelé les idoles de la tribu. Mais je peux vous dire ceci, je fais beaucoup de découvertes en suivant les notes dans les œuvres de sources secondaires académiques, en vérifiant si les sources primaires citées dans ces notes donnent vraiment des preuves, des faits que les auteurs affirment. Très souvent, je découvre que les preuves qui citent ces auteurs académiques ne prouvent pas ce qu'ils prétendent. Autre mensonge anti-stalinien. Dans le reste de cette présentation, je vais discuter de quelques résultats de mes recherches que contient mon livre le plus récent, dont le titre complet est Blood Lies, ça veut dire mensonge sanguinaire, la preuve que toute accusation contre Joseph Staline et l'Union soviétique que contient le livre Terre de sang de Timothy Snyder est fausse. Plus, ce qui s'est vraiment passé dans la famine de 1932-33, la Grande Terreur, le pacte Molotov-Ribbentrop, titre correct traité de non-agression entre Allemagne et l'Union soviétique, la supposée invasion soviétique de la Pologne, la massacre de Katyn, l'insurrection de Varsovie et le soi-disant antisémitisme de Staline. Mon livre Blood Lies est un examen très approfondi du travail malhonnête du professeur de Yale, Timothy Snyder. Bloodlands, ça veut dire terre de sang. L'Europe entre Hitler et Staline. Publié en 2010 par Basic Books, New York, Terre de sang de Snyder est le plus connu et de loin le livre le plus réussi jusqu'à ce jour qui tente d'assimiler Staline avec Hitler, l'Union soviétique avec l'Allemagne nazie et le communisme avec le nazisme. Ce livre a reçu de nombreux prix et récompenses et a été traduit en 26 langues. Snyder est lui-même un intellectuel public dont les essais apparaissent fréquemment dans les journaux comme le New York Review of Books et le Times de Londres, sans parler des journaux et des revues périodiques de l'Europe de l'Est. La première fois que j'ai lu Terre de sang de Snyder, j'ai reconnu
immédiatement, sur la base de mes recherches précédentes, que bien des soi-disant crimes et atrocités dont il accuse Staline et les soviétiques étaient fausses, pour dire de façon directe les mensonges. Des discussions avec des amis et collègues m'ont assuré que Terre de sang est en effet un livre très influent, une œuvre importante, anticommuniste, dont les revendications ont reçu une large acceptation. J'ai décidé de vérifier systématiquement chaque pièce d'épreuve, les notes, la documentation que cite Snyder pour tenter de prouver les crimes, les atrocités ou les actes répréhensibles commis par Staline, la direction soviétique ou des forces pro-communistes. À cette époque, j'étudiais déjà depuis 6 ans les accusations sur Staline et les dirigeants soviétiques de son temps. Je pensais que je serais en mesure de prouver que certaines, peut-être plusieurs, allégations de Snyder étaient fausses. Des mensonges anticommunistes, anti-staliniens. Je pensais aussi que je trouverais enfin des preuves de certains crimes, atrocités ou actes répréhensibles commis par Staline et les soviétiques. Après tout, Snyder possède une équipe de chercheurs anticommunistes professionnels qui l'aident. La plupart d'entre eux viennent de la Pologne et de l'Ukraine, pays où la mythologie nationaliste post-soviétique est basée sur des mensonges anticommunistes. D'autres sont des Allemands, des Français, des Russes. J'ai dû apprendre à lire le polonais et l'ukrainien afin de faire les recherches nécessaires pour ce livre. Je connaissais déjà le russe, l'allemand et le français, mais le français pas si bon. Je pensais comme ça. Certes, cette équipe de chercheurs anticommunistes très motivés, avec les ressources de leurs gouvernements nationaux, les archives remplies de sources originales et des universités derrière eux, doivent avoir découvert au moins quelques crimes du stalinisme. Mais je me suis trompé. Voilà ce que j'ai découvert. Parmi des dizaines d'allégations de crimes et des atrocités dans le livre de Snyder, pas une seule d'entre elles n'est vraie. En fait, la preuve de Snyder ne prend pas en charge les revendications qu'il fait. Soit Snyder cite des sources secondaires qui contiennent ces revendications, mais que les déclarations de ces sources secondaires ne sont pas prises en charge par des preuves ou, une fois de plus, soit les preuves qu'il cite ne supportent pas leurs conclusions. Dans de nombreux cas, Snyder et les chercheurs anticommunistes dans leurs travaux omettent des faits, thèses des preuves qui réfutent leur déclaration, mais que peu de gens connaissent. Blood Lies, Mensonge de sang, mon livre, est de 588 pages, parce que j'y reproduis les preuves de sources primaires et les cite dans la langue originale, polonais, ukrainienne ou russe, avec mes propres traductions en anglais. Cela fait que le livre est assez long, mais il est essentiel d'inclure toutes ces preuves. Une des conclusions les plus importantes de ma recherche sur l'histoire soviétique de la période de Staline est la suivante. Il y a tant de malhonnêteté, de tromperie délibérée par les historiens anticommunistes dans la citation des preuves de sources primaires qu'aucun historien de cette période ne devrait être considéré comme honnête. On devrait vérifier toutes les preuves de sources primaires. Naturellement, cela signifie que je ne pourrai pas demander aux lecteurs de mon livre qu'ils acceptent mes conclusions. Alors, je mets à la disposition de mes lecteurs toutes les preuves de sources primaires afin qu'ils puissent les étudier par eux-mêmes. Snyder et d'autres historiens anticommunistes et anti-stalinistes ne le font pas, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. La preuve ne soutient pas leurs déclarations anticommunistes et anti-staliniennes. Ainsi, dans leurs notes
Il se réfère à des documents difficiles à trouver dans les collections rares ou à des sources secondaires en langue polonaise ou ukrainienne dans les revues difficiles à obtenir. Et quand on réussit à trouver, à obtenir et enfin à étudier ces livres et ces articles, soit ils ne contiennent aucune preuve de source primaire, soit ils possèdent seulement d'autres citations à encore d'autres livres et articles en polonais ou ukrainien qui sont aussi difficiles à trouver, et ainsi de suite. En bref, c'est comme le jeu de la confiance à l'ancienne mode qu'on nomme en anglais shell game, c'est-à-dire jeu de coquille. En allemand, c'est Nussschallenspiel, qui ressemble au jeu de bonneteau, dans lequel c'est la preuve, l'évidence, qui joue le rôle du poids, c'est-à-dire le rôle de la dame de cœur. Sous quelle coquille se cache le poids? La réponse est sous aucune. Il n'y a pas de poids, aucune preuve pour appuyer les conclusions anticommunistes et anti-staliniennes que prétend Snyder ou de nombreux autres chercheurs de son acabit. Terre de sang, le livre de Snyder, est un livre complètement frauduleux. Pas une seule allégation de crime, atrocité ou faute d'aucune sorte de la part de Staline, de l'Union soviétique ou des forces pro-communistes n'est vraie. Ma recherche démonte complètement les comparaisons dévalorisantes de Snyder de l'URSS avec l'Allemagne nazie et Staline avec Hitler et prouve que le livre de Snyder est basé sur des mensonges purs et simples. Excusez. En plus d'alléguer des dizaines de crimes de moindre envergure, Terre de sang se concentre sur 8 crimes principaux. La collectivisation de l'agriculture, la famine de 1932-33 et le soi-disant l'Holodomor, la Grande Terreur ou les Jovchine, le pacte Molotov-Ribbentrop, la prétendue invasion soviétique de la Pologne en septembre 1939, le massacre de Katyn, l'insurrection de Varsovie de 1944 et le supposé antisémitisme de Staline. Dans mon livre, j'examine toutes ces allégations d'une manière détaillée avec la pleine référence à les meilleures recherches contemporaines. Ce soir, je vais vous parler de 6 de ces mensonges historiques. Ces mensonges sont tellement répandus que plusieurs personnes de la gauche y croient. Ils ont été répandus pendant de nombreuses années par les soi-disant érudits anticommunistes. 1. La collectivisation de l'agriculture. Ma discussion de la famine soviétique 1932-33 est basée sur le témoignage des meilleures sources principales disponibles aujourd'hui, et principalement sur les recherches du professeur Mark Talger de l'Université de Virginie de l'Ouest. Talger consacre sa vie professionnelle de plus de 20 ans à étudier les famines en général et est un expert à l'échelle mondiale des famines russes. Au cours du dernier millénaire, la famine a frappé la Russie des centaines de fois. Un livre de 1988, écrit par des chercheurs russes, retrace ces famines à travers les documents historiques de l'année 736 après Jésus-Christ à 1914. Beaucoup de ces famines ont frappé l'Ukraine aussi. La collectivisation de l'agriculture a été conçue pour mettre fin au cycle des famines qui avaient tourmenté la Russie et l'Ukraine depuis des siècles. C'était une réforme, une amélioration significative dans la sécurité et la vie de la paysannerie et donc de l'ensemble de la population. Elle n'a pas été entreprise pour imposer des impôts ou pour exploiter les paysans
ou pour profiter de la valeur de la campagne. Au contraire, au cours de la décennie 1929-39, le gouvernement soviétique a dépensé des dizaines de milliards de roubles pour l'agriculture. Staline et les bolcheviks voyaient la collectivisation comme la seule façon de moderniser rapidement l'agriculture et de mettre un terme à la culture de gaspillage et de la consommation de main-d'œuvre des exploitations individuelles, souvent en petites bandes largement dispersées. Ils ont utilisé comme modèle l'agriculture de grande échelle hautement mécanisée de certaines fermes américaines des États de Midwest, centre-ouest, pour la sovkhoz, ferme soviétique. La réalité est que la collectivisation a mis fin aux famines dans l'Union soviétique, à l'exception d'une grave famine en 1946-47. Stephen Wheatcroft, auteur de l'étude la plus récente de cette famine, a conclu que cette famine était aussi due à des causes environnementales. La collectivisation de l'agriculture soviétique était une des plus grands triomphes de l'ingénierie sociale du XXe siècle, sinon de tous les temps. Plutôt que de condamnation, il mérite un prix Nobel si ces prix avaient été remis pour les succès communistes. 2. La famine de 1932-33. Deux explications erronées de cette famine sont largement acceptées. Les nationalistes ukrainiens affirment que Staline et la direction bolchevique ont saisi les céréales des paysans ukrainiens afin de les exploiter, qu'ils ont délibérément affamé les paysans ukrainiens pour supprimer leur aspiration pour l'indépendance, ou les deux. Ceci est le mythe du Holodomor. Modélé consciemment sur l'Holocauste juif, le mythe du Holodomor provient de la diaspora ukrainienne anticommuniste. Ces forces avaient combattu aux côtés des nazis et avaient fui à l'ouest avec les troupes allemandes à mesure que l'armée rouge avançait. Une interprétation plus largement acceptée mais encore politisée affirme que la famine était due à la collectivisation de l'agriculture et aux réquisitions excessives des céréales par l'État soviétique, ce qui a conduit à des perturbations, la mauvaise gestion et à la révolte paysanne et finalement à la famine. Telle est la position officielle du gouvernement russe et des savants anticommunistes qui n'acceptent pas le mythe de l'Holodomor. Aucune de ces explications n'est confirmée par les preuves de sources primaires. La recherche des sources primaires entreprise par Taugert a démontré que la famine a été causée par des facteurs environnementaux et était en fait une partie de la série millénaire des graves famines dans l'agriculture russe qui avait continué pendant plus de 1100 ans.